trouve ça fabuleux de pouvoir aller explorer. Comme un petit moteur intérieur qui se met en route et qui nous pousse vers l'avant. Et pour persévérer, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Le pouvoir de choisir. Mais prenez le temps d'y réfléchir et passez à l'action. Pas à pas, on peut franchir les étapes suivantes. Expérimenter, c'est formuler, puis tester pour arriver progressivement à trouver la solution. Cap vers les solutions. Combien de repas faut-il manger par jour? Combien de calories? Est-ce qu'il faut manger des glucides? Finalement, le gras, c'est vraiment si mauvais? Ces questions envahissent nos esprits et font les choux gras des magazines féminins et des blogs de fitness. On est devenu complètement obsédé par ce qui se trouve dans notre assiette. Et pour cause, le nombre d'obèses et de personnes en surpoids ne cesse d'augmenter, y compris chez les enfants. La dernière tendance à la mode, c'est le jeûne intermittent. Vous en avez forcément entendu parler, c'est le fait de manger pendant une fenêtre de 8 heures et de jeûner pendant les 16 autres heures de la journée. Pour faire simple, la plupart des personnes qui adoptent ce régime sautent simplement le petit déjeuner. Véritable bienfait pour la santé ou effet de mode, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode. Déjà, si on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'on n'a jamais eu aussi facilement accès à la nourriture. Il nous suffit d'aller dans le premier supermarché qu'on trouve pour avoir à notre disposition des milliers de produits. Au cours de notre évolution, la recherche de nourriture a toujours été centrale, comme pour toutes les autres espèces vivantes d'ailleurs. Bah oui, parce que sans nourriture, on ne vit pas très longtemps. Et c'est quand même l'alimentation qui nous donne l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps. Au départ, on était chasseurs-cueilleurs, puis on se dit qu'aller chercher la nourriture à droite, à gauche, c'était en fait un peu fatigant et que si on pouvait la trouver toujours au même endroit, ça nous faciliterait quand même grandement la tâche. Alors on a inventé l'élevage et l'agriculture. L'agriculture, née dans le fameux croissant fertile, est apparue il y a environ 12 000 ans. Elle accompagne une augmentation de la population qui a vite poussé les agriculteurs à perfectionner leur activité pour augmenter les récoltes. Ça a été une première révolution pour nos ancêtres. Le fait d'avoir de la nourriture à disposition et facile d'accès leur a permis d'économiser l'énergie et donc de la dépenser d'une nouvelle manière. C'est comme ça que nos cerveaux ont continué à se développer et toute notre société avec. On a inventé de nouveaux outils, de nouvelles organisations, notre langage s'est complexifié. La naissance de l'agriculture a donné un véritable coup de boost à notre espèce. Une fois sédentarisés, nos cultures développées et l'élevage de bétail maîtrisé, on se croyait à l'abri de toute éventualité. Mais bon, ça aurait été quand même un petit peu trop facile. Créer des champs, c'est bien, mais il faut aussi que certaines conditions climatiques soient respectées pour que les tomates poussent. Certaines années, les intempéries, les aléas climatiques et les maladies ou parasites pouvaient anéantir le dur labeur des cultivateurs et éleveurs, provoquant par la même occasion des restrictions alimentaires, voire, dans les cas les plus dramatiques, des famines. Les sauterelles sont d'ordinaire des insectes solitaires. Mais lorsque la nourriture est abondante, elles se rassemblent par régiments entiers et dévorent tout sur leur passage. Toutes ces sauterelles engloutissent 40 000 tonnes de végétation par jour. Alors, pendant la révolution industrielle, on a cherché à produire plus de nourriture pour que, même en cas de perte d'une partie de la récolte, il reste suffisamment pour alimenter tout le monde. En même temps, on a essayé de lutter au maximum contre tout ce qui pouvait attaquer nos précieuses ressources, et ces recherches ont abouti à la création des engrais chimiques, des pesticides et des antibiotiques pour animaux qu'on connaît si bien aujourd'hui. Ce qui partait d'une bonne intention est en train de devenir un véritable enjeu de santé publique, puisqu'on sait maintenant que ces produits détruisent les sols, la biodiversité et notre santé au passage. Rendez-vous compte de la situation. Des experts scientifiques, dont le travail est de protéger la santé des Français, décident d'interdire un herbicide qui contamine notre eau potable. Et derrière, le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas scientifique, demande à ses experts de changer leur décision pour des raisons économiques. Mais même si ce sujet est passionnant, c'est pas exactement le thème d'aujourd'hui, alors je continue ma petite histoire. On se retrouve donc avec les mêmes surfaces cultivées qu'avant, les mêmes espaces pour élever des animaux, mais qui produisent beaucoup plus. Comme on a beaucoup moins de pertes et qu'on peut entasser les animaux sans qu'ils tombent malades grâce aux antibiotiques, on se retrouve avec des quantités de nourriture qui dépassent largement nos besoins. Deux solutions s'offrent à nous, jeter le surplus ou le vendre à bas prix à des pays qui en ont besoin. Ce sont d'ailleurs des solutions, si je peux appeler ça comme ça, qui sont toujours d'actualité en France puisqu'en 2020 on a jeté 8,7 millions de tonnes de produits alimentaires. Ouais, ça fait mal au cœur.
Bon, sauf que ce petit manège ne fait pas, mais alors pas du tout, l'affaire des industriels. Un produit jeté ou vendu à bas prix, c'est de la rentabilité en moins pour les producteurs et distributeurs. C'est alors qu'un petit groupe d'industriels a une idée de génie. Ils se sont dit « Et si on faisait en sorte que les gens mangent plus ? Et surtout plus que ce dont ils ont besoin ? Est-ce que ça nous permettrait pas de gagner un petit peu plus d'argent, ça ?» Qu'à cela ne tienne, inventons de nouveaux produits. Alors, laissez-moi réfléchir, il faudrait que les produits soient plus riches, plus caloriques... Ah, et il faudrait aussi que les gens veuillent en manger plus souvent. Oui, mais s'ils sont plus caloriques, les gens auront moins faim. Ah, mais je sais, on va faire joujou avec leurs hormones. S'ils mangent du sucre, ils auront faim plus vite, donc on va en mettre un peu partout. Même dans les produits salés ? Bah oui, on n'en met pas beaucoup, comme ça ils se rendent pas compte, mais ils se resservent. Et 3 heures après, ils ont de nouveau faim. Ah, mais très bonne idée. Bah voilà, on va réussir à l'écouler, notre marchandise. Bon, vous l'avez compris, ces petits génies ont inventé l'alimentation industrielle. Des produits pleins de sucre, de gras, de sel, saupoudrés de conservateurs et d'autres produits chimiques. Un délice. Eh bien oui, ce sont exactement ces produits qui nous font manger beaucoup plus que nécessaire. Déjà parce qu'il y a beaucoup de calories, donc d'énergie concentrée dans un petit volume de nourriture, mais aussi et surtout parce qu'ils détraquent complètement nos hormones. Pour continuer dans leur lancée, de nouvelles normes sociales apparaissent. L'une d'entre elles, c'est l'instauration d'un nouveau repas qu'on appelle le petit déjeuner. Oui, parce qu'à cette période-là, le petit déjeuner c'est très loin d'être une habitude, et les rares personnes qui mangent en se levant sont les personnes qui ont un travail très physique, comme les paysans qui fauchent leurs champs à longueur de journée. Dans les classes sociales plus hautes, on attend le midi pour casser le jeûne de la nuit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle le déjeuner, ça veut littéralement dire casser le jeûne, alors que petit déjeuner, ça veut strictement rien dire. À cette période, une étude scientifique, ou soi-disant scientifique, fait beaucoup de bruit. Cette étude explique que pour être en bonne santé, il faut manger des céréales le matin. Des campagnes publicitaires scandent partout un petit refrain qu'on connaît tous. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Les paquets de céréales inondent les supermarchés, pour donner envie aux enfants, on met des petits jeux dedans, et de nouvelles habitudes se créent petit à petit dans les foyers. Manger dès le matin, et du sucre de préférence. Le message s'imprime dans nos têtes, et aujourd'hui encore, c'est une idée qui reste bien présente dans l'esprit collectif. Et tout le chocolat inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des chocs à pic. Un gourmand. Choc à pic. Choc à pic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Ah, et l'auteur de cette étude, parce que j'ai oublié de le préciser, un certain Kellogg's. Ah, évidemment, toute coïncidence avec la célèbre marque de céréales n'est évidemment pas fortuite. Comme quoi, un simple slogan publicitaire peut radicalement changer certains aspects de notre société. Ce surplus de nourriture, associé à la vie de plus en plus sédentaire qu'on mène, ne peut que provoquer un dérèglement de notre organisme. Parce que si pendant des millénaires on a dû faire face à des périodes de restrictions alimentaires, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on fait face à une alimentation trop abondante. Donc notre corps sait beaucoup mieux gérer la première situation que la deuxième. Oui, le jeûne c'est un événement totalement intégré par notre corps et très bien toléré. C'est une adaptation des êtres vivants qui existe depuis, en gros, que la vie est apparue sur Terre, donc on a eu des millions, voire des milliards d'années pour développer la meilleure manière de gérer nos ressources et notre énergie, même en période de disette. Quand on mange, un bouleversement se produit dans notre corps. Tout notre système digestif se met en route. Notre estomac réceptionne la nourriture, qui s'engage ensuite dans les intestins, notre pancréas produit des enzymes et hormones pour nous permettre d'assimiler les nutriments, notre foie filtre et trie les déchets, bref, tout un ensemble de mécanismes se met en place, à la manière d'une petite usine, pour transformer l'alimentation ingérée en une source d'énergie, de vitamines et de minéraux que notre corps pourra utiliser maintenant ou plus tard. Et ce système digestif s'adapte en fonction de ce qu'on mange. Les hormones sécrétées ou le travail du foie n'est pas le même qu'on mange un gâteau au chocolat, des courgettes ou du saumon. Quoi qu'il en soit, ça demande à notre corps beaucoup d'énergie. On connaît tous cette sensation de fatigue et de somnolence après avoir ingéré un repas trop copieux. Les paupières lourdes après avoir avalé les dernières bouchées d'une bûche de Noël précédée de foie gras, d'une dinde farcie et le tout arrosé de champagne. Un délice, mais alors, franchement, ça crève. Parce que plus il y a de nourriture, plus notre corps a besoin de travailler pour assimiler tous les nutriments qu'on lui envoie. Et donc plus ça nous demande d'énergie. Et l'énergie dont nous disposons est limitée, bah oui, sinon ce serait trop beau pour être vrai.
Ce qui veut dire que si on utilise de l'énergie pour une chose, ici la digestion, on en a moins pour d'autres fonctions du corps. Et plus que jamais, digérer nous coûte de l'énergie. Non seulement notre alimentation est plus riche, grasse et sucrée qu'avant, mais tous les produits ajoutés comme les conservateurs, les pesticides et autres produits chimiques hyper sympathiques doivent être en plus éliminés par le foie, ce qui nous demande encore plus d'efforts que si les aliments étaient bruts, sains et non transformés. Quand on mange toute la journée du matin au soir, en y ajoutant même parfois un petit goûter, parce que bon, faut bien se faire plaisir de temps en temps, notre organisme n'a plus le temps de s'occuper d'autre chose que de traiter cet afflux de nourriture incessant. Quand on jeûne, au contraire, il a tout le loisir de s'occuper d'autres tâches. Des tâches non prioritaires mais pourtant essentielles pour nous garder en bonne santé. Essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre corps pendant une période de jeûne. Tout d'abord, lorsqu'on vient de finir de manger, notre glycémie, donc le taux de sucre dans notre sang, augmente. Et plus on mange sucré, plus ce taux est élevé. En réponse, notre pancréas produit de l'insuline, une hormone dont le rôle est de transférer ce sucre dans nos cellules, notamment nos muscles et notre cerveau, où il servira de source d'énergie. Au fur et à mesure que le sucre est transféré d'un endroit à l'autre, et donc que le taux de sucre diminue dans le sang, la quantité d'insuline produite diminue elle aussi. Et s'il y a moins de sucre, il y a moins besoin de transporteurs, donc d'insuline. Pendant les 12 premières heures de jeûne approximativement, les glucides, donc les sucres, quels qu'ils soient, lents ou rapides, serviront de source d'énergie principale. Après ces 12 heures, nos réserves de sucre sont vides, et notre organisme puise alors dans la graisse stockée pour produire de l'énergie. En parallèle, la production d'hormones de croissance augmente. Alors, l'hormone de croissance nous sert certes à grandir quand on est petit, mais c'est pas sa seule fonction, elle est tout aussi importante quand on est adulte, puisqu'elle aide nos tissus à se renouveler et accélérer notre métabolisme. Après 16 heures de jeûne, approximativement, encore une fois, un nouveau mécanisme commence. Celui de l'autophagie. En gros, c'est l'équipe de recyclage de notre organisme. Le terme autophagie vient du grec et signifie se manger soi-même. Alors, avant que vous vous emballiez, ça se passe à très petite échelle, c'est totalement invisible à nos yeux, alors si vous pensiez entendre une petite histoire croustillante de cannibalisme, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas le sujet. Lors de l'autophagie, nos cellules qui accumulent les déchets au fur et à mesure de leur existence en profitent pour faire un grand ménage de printemps, enfin de jeûne, pour éliminer tout ça. Les cellules vont alors recycler leurs déchets inutiles à leur fonctionnement pour les transformer en nouveaux composants tout neufs, et surtout utiles. C'est un peu comme si vous utilisiez les chutes de bois de la table que vous venez de construire pour en faire des chaises. Deux bénéfices pour le prix d'un, on se débarrasse de ce qui nous est inutile, et on a de nouvelles matières premières à utiliser comme source d'énergie, sans avoir besoin d'apports extérieurs. En faisant ça, l'autophagie permet de prévenir bon nombre de maladies, comme les cancers, les maladies neurodégénératives ou métaboliques, qui sont souvent dues à l'accumulation de déchets dans notre corps. Ça nous permet aussi de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et en plus de ça, c'est gratuit. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse. Si vous vous souvenez de l'épisode sur le sommeil, la maladie d'Alzheimer et l'accumulation de plaques d'amyloïdes dans le cerveau, le mécanisme d'autophagie permet lui aussi d'éliminer l'accumulation de ces déchets, donc de réduire le risque de maladie. Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on baisse l'inflammation du corps, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On monte à fond l'immunité pour nous débarrasser des cellules cancéreuses qu'on produit tous les jours, des virus, des bactéries. Après une vingtaine d'heures, le corps va commencer à produire plus de cellules souches qu'il ne le faisait habituellement. Les cellules souches, ce sont des cellules qui au départ sont indifférenciées, qui se transforment en cellules spécialisées en fonction des besoins de notre corps. En gros, elles servent à générer ou à recréer les tissus détruits ou abîmés par notre corps. Donc une cellule souche peut se transformer en cellule de peau, en cellule de foie, en cellule osseuse, voilà, ça dépend. Les périodes de jeûne sont tellement bénéfiques pour notre organisme que dans certains pays, des centres de jeûne ou des services d'hôpitaux dédiés à cette pratique ont ouvert dans le cadre de traitement de certaines pathologies. Alors, je vous emmène en Sibérie où le jeûne est devenu une pratique de santé publique. Dans un centre dédié, le patient est accompagné pendant toute sa pratique. Le programme est un peu plus simple, la seule chose qu'il a le droit de consommer, c'est de l'eau.
et ce pendant 12 jours en moyenne en fonction de la pathologie et de sa gravité. En général, les patients qui sont sous médicaments peuvent arrêter leur traitement au bout des 3 premiers jours de jeûne. Alors évidemment, warning, attention, il est fortement déconseillé de jouer au petit chimiste avec votre santé et de tenter de vous soigner tout seul chez vous par cette méthode. Les personnes qui suivent ces programmes sont entourées de professionnels de santé qui vérifient tous les jours qu'il n'est pas préjudiciable pour eux. Dans ces centres, les maladies comme l'asthme, les rhumatismes, le diabète, le cancer ou encore l'hypertension sont soignées. Et pour 2/3 des patients, les symptômes de leur maladie disparaissent après une ou plusieurs cures. Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments aussi, enfin tout ce qu'on donne normalement. Je me sentais vraiment épuisée. Et ce jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de m'épuiser encore plus, eh bien, j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. J'ai senti qu'à partir de ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa capacité de se guérir, quoi. Et je pensais vraiment que je serais abonnée aux médicaments. Ben, je ne le suis pas. Je les ai arrêtés. Il y a 60 ans, lorsque cette pratique a commencé à être expérimentée, les critiques fusent de toutes parts. On s'insurge, on dénonce, on critique et on essaie de décrédibiliser les résultats. Enfin, en fait, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau et qu'on a du mal à expliquer son fonctionnement. D'autant plus que ça fait pas particulièrement plaisir aux laboratoires pharmaceutiques qui voient plus un manque à gagner qu'une méthode miracle pour soigner les gens. Néanmoins, pour certains, la curiosité et la nécessité l'emportent sur le scepticisme. C'est le cas d'un médecin militaire allemand, atteint de rhumatisme articulaire aigu et condamné au fauteuil roulant. Désespéré, il décide d'expérimenter une première cure de jeûne. À sa grande surprise, son état s'améliore nettement. Il retente l'expérience en faisant une deuxième cure quelques semaines plus tard et guérit. Passer du fauteuil roulant à la guérison seulement en se privant de nourriture pendant quelques jours, ça paraît complètement insensé, enfin, surtout pour un médecin. Alors il décide de se lancer dans des recherches approfondies et étudie les possibilités thérapeutiques du jeûne. Il ouvre un centre de soins qui devient très rapidement une référence en Allemagne et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à voir les patients affluer. Petit à petit, cette pratique fait sa place dans la médecine officielle au sein des hôpitaux. Elle est proposée aux patients et remboursée par la sécurité sociale. Ce que les années de pratique de jeûne thérapeutique ont démontré aujourd'hui, c'est que le stress provoqué par le manque de nourriture, au lieu d'être mauvais comme on pouvait s'y attendre, permet à notre organisme de réactiver des mécanismes d'autorégulation qui restent habituellement passifs dans notre vie quotidienne, surtout quand on mange tout le temps. De manière générale, lorsqu'on éprouve un stress, on est capable de faire appel à des ressources insoupçonnées. Si vous courez pour sauver votre vie, il y a de fortes chances que vous couriez beaucoup plus vite que si c'est juste pour courir derrière un ballon. Et pour les gens qui ont tendance à faire leur travail au dernier moment, juste avant la deadline, vous savez aussi bien que moi que le stress du dernier moment réussit à vous faire réaliser en quelques heures ce que vous auriez normalement mis quelques jours, voire semaines à faire. Est-ce mauvais pour autant? Non, tant que c'est sur une période courte. On a toujours tendance à croire que le stress est mauvais alors que sur court terme il est plutôt bénéfique. Confronté à une privation de nourriture, notre organisme déclenche un bouleversement hormonal. Les hormones mobilisent les réserves du corps et libèrent des substances anti-inflammatoires. On en a souvent peu conscience, mais l'inflammation est quand même assez présente dans notre corps, mais c'est en plus exacerbé quand on mange du sucre et des graisses transformées. Pourtant, c'est ces inflammations qui sont responsables de nombreuses maladies et du syndrome métabolique. C'est la libération de ces substances anti-inflammatoires qui explique la guérison de l'asthme, de l'arthrose ou de toute autre maladie liée à un état inflammatoire de nos cellules. En même temps, nos hormones se régulent, l'insuline se stabilise, la glycémie aussi, le cholestérol accumulé dans nos artères est utilisé comme source d'énergie, tout notre organisme se nettoie et s'offre une nouvelle jeunesse. Oui, c'est un peu le spa de l'intérieur de notre corps en fait. Mais c'est pas tout. Nos cellules adoptent aussi un comportement jusqu'alors complètement inconnu. Aux
États-Unis, dans un laboratoire, les biologistes tentent une nouvelle expérience. Ils vont tester l'impact d'un des produits les plus toxiques qui soit, la chimiothérapie, sur 2 groupes de souris atteintes de cancer. Le premier groupe est nourri normalement, et le deuxième groupe jeûne pendant 48 heures avant qu'on lui injecte le produit. La chimiothérapie, c'est un produit qui attaque toutes nos cellules, même si évidemment c'est les cellules cancéreuses qui sont visées, et qui à forte dose est particulièrement toxique pour tout notre organisme. C'est ce qu'ont eu à subir ces pauvres souris. Du groupe qui avait mangé, seuls 35% ont survécu, et elles n'étaient pas dans une très grande forme, ni physiquement, ni au niveau de leur fonction cognitive. Celles qui ont jeûné par contre ont toutes survécu, première chose, et en plus se comportaient de manière complètement normale. Leurs cellules cancéreuses ont nettement diminué, leur fonction cognitive allait très bien, elles avaient le poil lisse, elles paraissaient en super santé. La différence flagrante entre ces 2 groupes attise alors la curiosité des médecins, ils découvrent alors ce mécanisme ignoré de nos cellules. En période de jeûne, elles adoptent un comportement de protection. Comme il y a peu de nourriture et de glucose disponibles, elles doivent se protéger autant que possible. Les cellules cancéreuses, elles, non seulement ne peuvent plus grossir parce qu'elles se nourrissent de glucose, mais ne savent pas non plus s'adapter et adopter ce mécanisme de protection. Elles sont alors plus sensibles aux attaques extérieures, alors que les cellules saines le sont moins, et la chimiothérapie est donc plus efficace sur les tumeurs et moins nocive sur les cellules saines. Depuis cette expérience sur les souris, on a quand même essayé de passer au stade d'après, et des essais thérapeutiques ont été mis en place sur les humains. Ces études confirment qu'un jeûne de 24 à 48 heures avant un traitement par chimiothérapie rend le traitement plus supportable et plus efficace pour les patients. Quand même un petit peu une révolution. Pour moi, il n'y a aucun doute que j'ai eu moins d'effets secondaires pendant mon traitement. J'ai été moins fatiguée. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné et qui sont passés par les mêmes cycles de chimiothérapie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bon, après, pas besoin d'être malade pour observer les bénéfices du jeûne sur notre santé. Pour les personnes en bonne santé, le jeûne agit plutôt comme un moyen de prévention des maladies et de régénération de l'organisme. Au lieu de dépenser son énergie à assimiler des nutriments dont il n'a pas besoin, il l'utilise pour se réparer, se nettoyer et se protéger. Pas besoin non plus pour ça de faire des cures encadrées, mais juste d'adopter de nouvelles habitudes, faciles à mettre en place au quotidien. Parce que comme je le disais au début, après 12 heures de jeûne, notre corps commence déjà à mettre en place tous ces mécanismes. La pratique du jeûne intermittent la plus connue, c'est celle qui consiste à manger dans une fenêtre de 8 heures et de jeûner sur une période de 16 heures. Donc en gros de sauter un repas, le petit déjeuner ou le dîner, à vous de choisir en fonction de ce qui est le plus pratique pour votre quotidien. Ça veut pas dire qu'on diminue son apport énergétique, attention, ça veut pas dire qu'on fait un régime hypocalorique, qu'on diminue sa quantité alimentaire. C'est simplement qu'on le concentre sur une période plus courte de la journée. Et c'est pas non plus pour autant qu'on peut en profiter pour manger n'importe quoi pendant ces heures-là. Garder une alimentation saine, c'est tout aussi important en adoptant la pratique du jeûne intermittent qu'en ne l'adoptant pas, ne vous en déplaise. Si je vous disais qu'il existe un complément alimentaire capable de réguler vos hormones, de baisser votre inflammation, de régénérer vos cellules plus vite et donc d'être en meilleure santé, de vieillir moins vite et d'être plus en forme. Si je vous disais que ce même complément alimentaire pouvait vous aider à prévenir certaines maladies et à les guérir. Je suis à peu près sûre que vous vous précipiteriez dans la première pharmacie pour vous le procurer, quel qu'en soit le prix. Mais si je vous disais maintenant que vous pouvez obtenir les mêmes résultats de manière simple, gratuite et flexible, vous deviendriez sans doute sceptique et penserez que c'est quand même bien trop beau pour être vrai. On sous-estime souvent les capacités de notre corps et l'intelligence avec laquelle la nature nous a faites, alors que pourtant, en adoptant les bons comportements et en prenant de bonnes habitudes, on permet à notre organisme d'optimiser son fonctionnement et de bénéficier de tous ses bienfaits. Le jeûne est l'un de ceux-là. Alors, envie d'essayer ? Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.